Il y a beaucoup de beau encore, hein. La terre est belle, elle est grande, elle est petite à la fois. Elle est grande quand on la marche à pied, quand on la foule, quand on essaye de la parcourir en bateau. Elle est toute petite par rapport à la population humaine qui est en train de la saccager et de la polluer. Alors, le sentiment qu'on a quand on revient de voyage, c'est toujours un sentiment de plaisir. On a vu, on a rencontré, on a salué des hommes, des animaux, des fleurs, des paysages. Et puis on a aussi été consterné par l'avancée rapide des incendies de forêt, de la dévastation des récifs de coraux, du béton, de la bagnole, de l'avion. On assiste à une sorte de stérilisation de la terre rapide. Quand j'ai connu Cousteau, moi, il y a 35 ans, il avait l'âge que j'ai aujourd'hui, et il m'avait dit « J'espère que vous n'aurez pas à dire la même chose que moi, c'est-à-dire, dans 35 ans, dire aux jeunes générations « J'ai vu des choses que personne ne verra jamais plus ». Il avait précisé que lui avait vu beaucoup de merveilles qu'il avait tournées dans le monde du silence, bien avant que je sois dans cette équipe. Des récifs de coraux, des forêts magnifiques, des montagnes couvertes de végétation, des peuples heureux de vivre dans leur environnement millénaire. Il avait dit tout ça a disparu, ça a été saccagé, ça a été détruit, ça a été abîmé. Personne ne verra plus jamais ces spectacles. Et malheureusement, maintenant, 35 ans après, je dois dire la même chose que lui. Et j'ai vu, moi, pendant ces années passées avec lui, puis ensuite, dans d'autres voyages, des spectacles qui ont disparu. Des baies entières qui ont été saccagées, remplacées par des entassements de béton, remplacés par des aéroports, remplacés par des supermarchés, remplacés par des autoroutes, des forêts magnifiques, totalement ravagées. Et ça fait mal. En effet, j'espère que dans 35 ans, on ne continuera pas à dire qu'on a vu des spectacles que personne ne verra jamais plus, parce qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus du tout. Rencontre avec les navigations dans les 40e ou 50e, 40e rugissant, 50e hurlant, les tempêtes, les moments où on se dit que on est encore vivant, mais que peut-être dans un quart d'heure on sera beaucoup moins parce qu'il y aura une vague gigantesque de celle qu'on voit allumée de phosphorescence sous la lune, prête à déferler sur le bateau. On se dit qu'il y en a une qui va déferler en plein dessus et que ça sera terminé. On est très loin de tout, personne ne viendra nous chercher. C'est à la fois des moments d'intense trouille et d'intense poésie. Moi, c'est les plus beaux moments que j'ai vus. En montagne aussi, quand on est perdu dans la montagne, dans le brouillard qui fait froid, et qu'on a des avalanches, qu'on les entend partir à droite à gauche, et qu'on se dit, dans un moment, il y en a une qui va être pour moi. C'est des moments d'intense émotion. Moi, j'aime ça. C'est un peu peut-être une maladie que j'ai depuis l'enfance, puisque j'ai couru la montagne quand j'étais tout gamin. J'aime ça, mais en même temps, je le colore de poésie parce que à ce moment-là, à la fois le monde est beau, magnifique, la montagne en colère, la mer en colère, c'est des spectacles d'intense beauté, et philosophiquement et poétiquement, on est replacé à notre juste place. C'est-à-dire qu'on se sent rien du tout dans une merveille de cosmos. On se dit qu'on a la chance de vivre un bref instant, et la vie est tellement courte que c'est exactement ça. On vit un bref instant dans un univers des merveilles. Pourquoi est-ce qu'on va, pour des questions de territoire, de hiérarchie, saccager tout ça? On est remis à la place du philosophe et du modeste poète, et je crois que c'est cette place-là qu'on devrait, pas toujours avoir la position du saint, mais au moins de temps en temps, essayer cette position qu'on devrait essayer de temps en temps de reprendre, même quand on est dans la ville, même quand on est entouré par cette agressivité et par cette folie du monde moderne. Ça fait 30 ans que je dis les choses avec le sourire. Maintenant, je vais les dire avec un peu de grincement de dents, parce que après tout, je considère que l'humanité est adulte, qu'elle est capable de comprendre les coups de colère et les coups d'humour noir. Et bon, c'est vrai que dans ce livre,
j'y suis allé un peu fort, volontairement. J'ai fait de la provocation, l'humanité disparaîtra à bon débarras. J'ai fait en même temps un travail philosophique, hein, réflexion sur ce que doit devenir l'humanité. Ça fait du bien et c'est nécessaire. Je crois que c'est bien tombé parce que les gens étaient prêts à l'accepter, ils étaient prêts à accepter ce côté dévastateur de cette vision de l'humanité qui est en train de se suicider. Comment cette espèce qui a d'un côté de l'intelligence, de la conscience, la capacité à créer la beauté, la capacité à inventer la démocratie, la capacité à faire la paix avec son voisin, comment cette espèce qui a toutes ces capacités-là est capable d'utiliser dans le même temps, en tout cas souvent juste après ou juste avant, son intelligence, sa créativité, son don pour la science, son inventivité technique, à créer des armes de destruction massive, à saccager le milieu environnant, à se faire la guerre un jour jusqu'à la dernière, l'atomique, qui la fera disparaître. Comment cette espèce qui a cette intelligence est capable de l'utiliser de temps à autre, et même plus souvent que dans le sens positif, à se détruire elle-même. Un jour ou l'autre, elle va finir par gagner le cocotier, c'est-à-dire qu'elle va se faire éliminer. La Terre, qui se comporte d'un certain point de vue comme un grand être vivant qui a ces petites choses grouillantes à sa surface qu'on appelle les hommes, la Terre un jour va dire j'en ai marre de tous ces parasites qui sont en train de me pomper le sang, de me saloper les rivières, de me réduire mon bon air pur à l'état d'air irrespirable. Et un jour la Terre, cette sorte d'être vivant, cette Gaïa comme l'appelle John Lovelock, va se secouer, va secouer ses puces, et les puces, ce sera l'humanité, et les puces vont tomber, et l'humanité va disparaître. Alors, voilà, de temps en temps, ça fait du bien de voir les choses comme ça. Et puis, bon, peut-être que j'ai écrit aussi ce livre parce que je franchissais le cap des 60 ans, qu'au bout d'un moment, ce qu'on a dit gentiment, on a de temps en temps envie de le crier un peu plus fort. Peut-être que c'est aussi simplement le livre d'un vieux con qui ne sait plus ce qu'il dit et qui a entièrement tort parce qu'il vit dans le passé. Après tout, hein, toutes les hypothèses peuvent être considérées. Mais bon, il a eu du succès ce livre, les gens l'ont aimé, les gens l'ont pris pour ce qu'il était, c'est-à-dire un livre d'humour noir. Il y a très peu qui l'ont pris au premier degré. Quand on fait de l'humour, on a toujours peur de ça, mais c'est très peu arrivé. Et je crois qu'il est tombé dans un moment où les gens avaient envie qu'on leur secoue un peu les puces. Et ça m'a finalement fait plaisir. Les protocoles qu'on essaye de mettre au point avec beaucoup de difficultés, de faire signer avec beaucoup de difficultés, j'ai pas besoin d'insister sur le fait qu'il y a des pays ou des groupes de pression qui freinent les cas de fer pour qu'on ne signe pas ces protocoles. Ces protocoles-là sont des protocoles minimums. C'est pas ce qu'il faudrait faire, c'est ce qu'il faut de toute urgence commencer à faire. Il ne faut pas se contenter de ça, bien entendu. Il faut aller beaucoup plus loin, que ce soit sur la question du changement climatique. Je préfère dire d'ailleurs le chaos climatique au changement climatique. Soit sur la question du maintien de la biodiversité, de l'arrêt du saccage, qu'on cesse de polluer l'eau, la terre, l'air, qu'on se méfie de tous ces virus qu'on est en train de répandre dans l'environnement. Donc on aurait en fait 50 protocoles de Kyoto à signer d'urgence. On n'arrive même pas à en signer un. Alors évidemment, ça va pas, c'est loin d'aller assez vite. On avance sur un terrain où il faudrait galoper comme de vaillants coursiers à la vitesse des escargots. Et encore, on est retenu par toutes sortes d'intérêts particuliers qui voudraient bien qu'on n'avance pas du tout. Alors les égoïsmes sont là. La voracité, la rapacité, l'esprit de lucre des humains qui veulent s'approprier la moindre richesse, qui veulent surtout la prendre avant que les autres apprennent, que ce soit des énergies, des métaux, des matières précieuses, mais même l'air, la terre cultivable, les sources. Bon, toute cette beauté de la terre que tout le monde veut prendre pour lui-même, eh bien, est en train tout simplement de disparaître. Et c'est évidemment
une illusion de croire que ça sera sans conséquence sur l'espèce humaine. Et ça, en effet, la prise de conscience, elle est là. Maintenant, tout le monde a compris que l'écologie, ce n'était pas les petits oiseaux, les petites fleurs, mais que c'était, bien évidemment, le maintien de la capacité de l'homme à vivre dans la biosphère. Et ça, ça avance, mais ça avance lentement. L'espèce a conquis la Terre. Pendant assez longtemps, on s'est entretués les uns les autres, mais on avait une possibilité d'aller en Amérique. Il y avait l'Amérique, il y avait le rêve de l'ailleurs, il y avait encore de la place sur la Terre. Maintenant, il n'y a plus de place. Les hommes sont partout. Et ceux qui, comme les Papous, les Inuits, les Pygmées, ces peuples qu'on dit primitifs, qu'on appelait sauvages au XIXe siècle, qui vivaient dans une harmonie, dans une culture qui correspondait à leur environnement, dans une harmonie avec la nature. Tous ces peuples, on les a tous rejoints. On les a tous soit colonisés déjà, soit intégrés à notre marché mondial, basé essentiellement sur la dévastation de la nature sans réfléchir, la fuite en avant dans la production d'objets matériels. Et en effet, c'est un crève-cœur d'aller visiter ces peuples qui ont été des représentants de la culture humaine, qui avaient une cosmogonie, qui avaient des légendes, qui avaient une langue, qui avaient une manière de vivre, des techniques, qui étaient justement dans cette vie harmonisée avec la nature, durait depuis des millénaires. C'est un crève-cœur de les voir maintenant, soit directement envoyés dans les bidonvilles, parce que c'est ce qui leur arrive le plus souvent, soit tellement déconnectés de leur ancienne façon de vivre qu'ils sombrent dans l'alcool et qu'on les rencontre étalés par terre, ivres-morts, soit courant avec des armes qui ne sont pas les nôtres, derrière notre façon de vivre, et donc en train de mettre pour les Papous, je suis allé il y a 2 ans les rencontrer, en train de s'habiller avec des t-shirts Milan AC ou Chicago Bulls, avec l'antenne satellite télé au milieu du village, entre les longues maisons, en train de perdre leur culture, en train de perdre leur âme. Ces gens sont dépossédés de ce qui était la beauté de la liaison entre l'homme et la terre, ce qu'il a été en tout cas pendant des siècles. Maintenant, que faire? On ne peut pas rêver de retourner collectivement les 6 milliards d'humains qu'on est à l'heure actuelle. On ne peut pas rêver, et 8 milliards qu'on sera dans moins de 25 ans, on ne peut pas rêver de retourner au mode de vie des Papous ou des Inuits, c'est-à-dire des chasseurs-cueilleurs. C'était probablement un monde finalement de grand bonheur, même si ce n'était pas un monde toujours facile. Il faut trouver d'autres solutions, et ces solutions, elles passeront à la fois par l'intelligence utilisée à des bonnes fins, par le partage, parce que sinon ça sera la guerre, et puis par la recherche personnelle de plaisir, de bonheur, de but pour notre existence, qui ne soit pas simplement tourné vers les objets matériels. On est 6 milliards et demi maintenant, et de façon incontournable, en 2025, on sera à 8 milliards. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? On aura de moins en moins de pétrole, de moins en moins de sources d'énergie fossiles. On les a déjà brûlés pour une bonne partie, et ce qui reste sera de plus en plus cher. Donc on perd nos esclaves. Avec une population extrêmement nombreuse. Comment est-ce qu'on va la nourrir? Sachant que notre agriculture industrielle est basée essentiellement sur le pétrole, le grand machinisme agricole qui consomme du pétrole pour faire marcher les moteurs, et puis des engrais qui sont à base de pétrole. Si on n'a plus le pétrole, on va nourrir cette population comment? Il faut trouver des solutions, et rapidement, parce que c'est dans les 25 ans qui viennent, les crises sont très proches de nous. Pourquoi est-ce que les gens font encore beaucoup d'enfants dans le monde? Pourquoi est-ce qu'ils continuent dans certains pays à avoir des taux de natalité très, très élevés? Et comment est-ce qu'on peut arriver à faire baisser ces taux de natalité de façon à s'orienter vers la capacité pour les humains à nourrir toute l'espèce humaine sur la Terre? Les gens font des enfants dans les pays pauvres
parce que c'est leur retraite des vieux. Ils disent, si je fais des enfants maintenant, ils me nourriront quand je serai vieux, que je ne pourrai plus travailler. C'est une des raisons. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? En donnant la retraite des vieux à tout le monde. Et c'est pas cher du tout par rapport à une campagne de publicité mondiale. On pourrait donner quasiment la retraite des vieux à tous les gens qui vivent avec 1 euro par jour. C'est pas cher, on pourrait le faire. Et puis, pour lutter contre cette explosion démographique, pour faire baisser le taux de natalité, surtout dans les pays pauvres qui en souffrent le plus, il y a un moyen qui est radical, c'est l'éducation. Quand on ouvre des écoles, la natalité baisse. Et quand on permet aux filles d'aller à l'école, à ce moment-là, le taux de natalité s'effondre. Quand les filles vont à l'école, même seulement quelques années, elles cessent d'accepter d'être le vase dans lequel le Seigneur et Maître va venir planter sa petite graine. Et donc elles se révoltent, elles ne veulent plus le faire. Et donc ouvrir des écoles partout, c'est le meilleur moyen à la fois d'élever le niveau de vie des pays, qui ont besoin qu'on élève leur niveau de vie, c'est aussi le meilleur moyen de lutter contre l'excès de la natalité, contre cette démographie galopante qui n'est pas supportable pour la Terre, pour les hommes, et qui, si on la laissait aller n'importe comment, eh bien, nous mènerait tout simplement à la guerre, c'est-à-dire, alors pour le coup, à une réduction massive de la population, mais par des moyens de la violence qu'évidemment on voudrait plutôt éviter. J'essaye justement de, je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais j'essaye de vivre quand même pas trop en désaccord avec ce que je pense, c'est-à-dire que, peut-être là aussi c'est le début de la vieillesse, mais enfin bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie qui passe. J'essaye de me contenter des choses qui me font vraiment plaisir, c'est-à-dire que j'ai pas tellement de moins en moins, j'en ai jamais eu beaucoup, mais de moins en moins d'attirance pour les objets, pour les gadgets. Et donc, j'essaye de me contenter de peu. La philosophie du peu, j'essaye de la promouvoir et donc j'essaye au moins la respecter un tout petit peu. Alors c'est vrai que quand je dis ça, je suis tout à fait conscient aussi que j'adore toujours voyager, par exemple, que je voyage encore beaucoup. Que je voyagerai aussi longtemps que je pourrais voyager, parce que la curiosité du monde est toujours là, et que la curiosité des gens, des spectacles, et puis le besoin aussi de répandre la bonne parole, c'est un grand mot, mais enfin au moins de dire ce qu'on pense, me pousse. Donc je suis en contradiction avec moi-même, au moins sur un point important, c'est-à-dire que je consomme chaque année plusieurs fois ma dose légale de carbone. J'en répands beaucoup dans l'atmosphère, donc je contribue, je bats ma coupe là-dessus largement à la pollution de l'atmosphère par les gaz à effet de serre. Donc je fais monter le niveau des mers.